Jean-Marc Lilling, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Je rappelle que vous êtes le directeur général du CIMI, le Centre international de migrants et d'intégration. Et avec vous ce matin, nous avons parlé ensemble déjà cette semaine à Tisha B'Av, mais ce matin, nous voudrions parler avec vous des développements concernant le statut des migrants érythréens qui se trouvent en Israël. Je pense qu'il y en a entre 20 et 30 000, si je ne m'abuse, qui sont en Israël et dont le statut pourrait être modifié après d'un accord de paix entre l'Érythrée et l'Éthiopie. Alors en quoi cet accord peut modifier le statut et peut provoquer leur retour dans leur patrie, un retour apparemment très souhaité par au moins une partie de l'opinion des élus israéliens. Et Ayelet Shaked, la ministre de la Justice, l'a souhaité, ainsi que certains députés qui se sont réunis hier dans le cadre de la commission de l'intérieur de la Knesset. Alors écoutez, c'est circonstanciel pour l'instant. On parle de 27 000 Érythréens, migrants érythréens en Israël, qui sont arrivés environ depuis une dizaine d'années pour une grande part d'entre eux. Ils viennent d'un régime qui aujourd'hui est un des pires régimes totalitaires de la planète, avec un dictateur, Isaias Afewerki, qui en gros crée des situations d'esclavage pour une très grande majorité de son peuple, par le biais de l'armée. Il y a un accord qui serait en vue ou signé peut-être déjà entre l'Éthiopie et l'Érythrée, qui était l'excuse principale du régime pour obliger les personnes, n'importe qui, à faire l'armée. Et en gros, par l'armée, donc en gros une situation d'esclavage en bonne et due forme, si j'ose dire. Cet accord, peut-être, laisse entrevoir la possibilité que le service militaire obligatoire, encore une fois, on sait quand on commence le service militaire en Érythrée, on ne sait pas quand on le termine, et il y a des gens qui sont dans l'armée depuis plus de 30 ans. Donc ce service obligatoire serait peut-être écourté ou amélioré s'il y a la paix avec l'Éthiopie, qui était jusqu'ici le prétexte principal. Mais il n'est pas question d'annuler. Il n'est pas question d'annuler cet enrôlement obligatoire. Alors, parce que si j'ai bien. Mais encore une fois, si on sait quelque chose sur le régime érythréen, on peut savoir déjà que oui, c'est toujours bien un accord de paix entre deux pays qui sont en guerre déjà depuis plus de 20 ans, et le prétexte de l'indépendance de l'Érythrée, c'était en fait la séparation de l'Éthiopie, donc c'est une guerre d'indépendance. Mais on peut dire que ce régime est un régime, encore une fois, totalitaire, sans aucune liberté, sans aucun droit pour les citoyens érythréens. On estime que plus de 20% de la population est exilée et partie du pays depuis une vingtaine d'années, et principalement des jeunes. Et je n'imagine pas que la situation va changer du jour au lendemain, de telle manière que les gens qui se sont échappés de leur pays pour tenter d'avoir une vie peu ou prou normale, que ce pays redevienne une démocratie modèle, ou même un régime qui fonctionnerait. Et même le ministère des Affaires étrangères et la Commission des Affaires étrangères hier a déclaré de manière on ne peut plus claire qu'il était beaucoup trop tôt pour déclarer qu'il pouvait facilement rentrer dans Alors leur pays. effectivement, même si effectivement tout cela semble un peu prématuré, il y a certains développements qui sont tout à fait intéressants et dites-moi dans quelle mesure ces développements pourraient servir en tout cas au gouvernement israélien pour d'une certaine manière envisager l'expulsion ou le rapatriement des migrants érythréens. Il y a un décret, si je ne m'abuse, le 15 juillet dernier d'un tribunal fédéral suisse qui autorisait dans la conjoncture, dans la nouvelle conjoncture ou dans le nouveau contexte, qui autorisait justement l'expulsion de migrants érythréens qui ils ne se sont pas seulement réfugiés en Israël, mais ils se sont réfugiés également en Europe et en Suisse en particulier. Et apparemment en Suisse, ce tribunal aurait validé la possibilité de les rapatrier vers leur pays. C'est exact. Non. Alors il faut être très très précis. Voilà. Une fois de plus, là, ce que rapporte la presse israélienne et la ministre Shaked et ses amis du Beit HaYehudi, en gros, c'est chercher tout prétexte
pour ne pas avoir à prendre nos responsabilités en tant que pays signataire de la Convention sur le statut des réfugiés. Le tribunal suisse a déclaré que les personnes qui s'étaient vues refuser le statut de réfugié en Suisse pourraient éventuellement être renvoyées sous certaines conditions. Mais c'est des gens qui sont passés par une procédure d'asile, et je vous rappellerai, enfin vous ne le savez sans doute pas, que 70% environ des personnes des Érythréens qui ont fait une demande d'asile en Suisse se sont vus reconnaître le statut de réfugié. Alors que c'est pas le cas en Israël. En Israël, il y a 10 personnes érythréens qui ont fait une demande d'asile qui se sont vus reconnaître le statut d'asile, et encore une fois, sur 27 000 personnes. Donc on est loin des 2 tiers. Est-ce que encore une fois, si l'examen de leur demande d'asile est fait de manière sérieuse et transparente en Israël, comme elle l'est dans les pays occidentaux et les démocraties qui se respectent, et les signatrices et les signataires de la Convention, oui, éventuellement, on pourrait renvoyer dans leur pays des gens qui ne sont pas des réfugiés et qui ne sont pas reconnus comme tels. Or, on est loin du compte. Et encore une fois, Ayelet Shaked, qui a dit pendant des mois que le service militaire ne pouvait pas être une base suffisante pour reconnaître les réfugiés érythréens ou les reconnaître en tant que tels, maintenant dit que la fin de l'armée devrait permettre l'expulsion rapide des Érythréens. Donc encore une fois, chercher tout prétexte pour ne pas avoir à prendre ses responsabilités de la part d'un ministre de la Justice, c'est quelque chose de regrettable. Et encore une fois, dans un pays juif, un État juif qui se dit combattre pour les valeurs du judaïsme dans le monde, ce refus de prendre ses responsabilités vis-à-vis de personnes qui viennent d'un pays totalitaire et dans des conditions extrêmement difficiles, qui attendent d'être reconnues en tant que telles en Israël depuis plus de 10 ans. Encore une fois, c'est scandaleux, et ce gouvernement, par rapport aux réfugiés, est en train non seulement de complètement d'échouer, mais fait le déshonneur de l'État d'Israël en tant que tel. Est-ce que l'on peut envisager sur le plan diplomatique que cet accord de paix qui a été conclu donc entre l'Éthiopie et l'Érythrée puisse par exemple favoriser des échanges commerciaux, et donc l'Érythrée dans un tel contexte pourrait peut-être être intéressée en échange d'accords commerciaux peut-être avec Israël, ou en tout cas avec Israël, de récupérer plus facilement donc sa population, ces migrants, ou c'est pas. Écoutez, Israël a des relations diplomatiques avec l'Érythrée, est un des rares pays occidentaux démocratiques qui ont des relations diplomatiques pleines avec l'Érythrée, donc déjà ces relations existent. Je crois que pour Israël, c'est une question de réel politique, la possibilité d'avoir un accès direct à la mer Rouge et de pouvoir vérifier ce qui s'y passe, notamment éventuellement les ventes d'armes et les trafics d'armes qui passeraient par la mer Rouge. Autrement, Israël n'a nulle part où se mettre. Mais encore une fois, un régime ne change pas du jour au lendemain. C'est pas parce qu'il signe un accord de paix avec son voisin avec lesquels il est en guerre. On peut prendre beaucoup d'exemples historiques. Les régimes de l'Iran et de l'Irak, qui étaient tous les deux des dictateurs et sanguinaires, c'est pas parce qu'ils ont arrêté de se battre et qu'il y a eu un accord de paix froide qu'ils sont pour autant que le régime a changé, et qu'au niveau intérieur la situation est devenue moins risquée dans ces pays après la guerre Iran-Irak. Donc encore une fois, si on s'attend miraculeusement à un changement de régime qui permettrait aux Érythréens qui sont en Israël et dans le monde entier, qui sont exilés, réfugiés dans le monde entier, que c'est l'occasion pour lequel qui leur donnera la possibilité de rentrer chez eux, à mon avis, on s'emballe très très rapidement. On aura probablement, si on fait les choses de manière honnête, on devra probablement attendre encore des années avant que le régime d'Isaias Afewerki change de telle manière que les exilés veuillent rentrer, parce qu'ils le veulent, ils veulent rentrer dans leur pays, mais encore une fois, à partir du moment seulement où ça sera sûr pour eux de rentrer dans leur pays. Une dernière question, est-ce que je me trompe en disant que de par le fait que ces réfugiés ne se sentent pas enrôlés dans l'armée érythréenne et qu'ils ont fui leur pays, est-ce qu'ils sont là-bas considérés comme déserteurs, et c'est la raison pour laquelle finalement ils ne peuvent pas revenir? Il y a des gens qui sont des déserteurs, il y a des gens qui sont partis même avant d'être enrôlés dans le service militaire, parce qu'on sait ce
ce que ça signifie d'être enrôlé dans l'armée en Érythrée. Encore une fois, des situations d'esclavage extrêmement violentes, extrêmement dangereuses, et les femmes notamment qui sont souvent soit enrôlées. Mais en fait, c'est valable que pour les hommes, hein, parce que justement, les femmes sont aussi enrôlées. Et d'ailleurs, hier lors de la commission de l'intérieur, on a dit, ou je pense que c'est plutôt des habitants du sud de Tel Aviv qui ont dit, on n'a qu'à déjà renvoyer les femmes et les enfants. Écoutez, l'incapacité encore de regarder les faits et de vouloir regarder la réalité telle qu'on veut l'analyser pour pouvoir se débarrasser des gens. D'accord, merci beaucoup Maître Jean-Marc Leening de nous avoir éclairé sur ce sujet qui n'est pas tout à fait évident, mais on le comprend un peu mieux grâce à vos explications. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita et bonne journée. Shalom. Au revoir, à bientôt. Voilà, nous allons marquer une pause musicale et dans quelques instants, nous serons en ligne avec le colonel Meir Dahan pour parler de la tension dans le sud du pays qui a à nouveau grimpé hier. En particulier, nous parlerons également du nord. Le sud et le nord sont liés, nous le voyons au cours des derniers jours.